Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Badogo, à Douzoudjana, dans le cercle de Yanfolila et partout au Mali. Au micro, Brahma Traoré, les titres. Bien qu'il occupe près de 80% des Maliens, le secteur agricole reste le parent pauvre des financements. Comment corriger cette insuffisance? Un salon se tient sur le sujet à Sikassou. Des échos dans cette édition. Le sommet de la CEDEAO se tiendra le 9 juillet prochain en Guinée-Bissau. L'annonce a été faite hier par la présidence ivoirienne. Il sera consacré à la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Combien d'hommes promettent 1001 merveilles à leurs fiancés avant le passage devant l'officier d'état civil? Ils sont nombreux et très peu d'entre eux tiennent leurs promesses après le mariage. Quelles sont les raisons et les conséquences? La réponse dans le grand format de cette édition. Le Mali perd chaque année plus de 500 000 hectares de forêt à cause des actions de l'homme. Pour préserver nos ressources naturelles, les acteurs du domaine plaident pour plus d'actions concrètes. Les cris de cœur dans la chronique de l'environnement à suivre en fin d'édition. Sport football, la 26e journée du championnat national de Ligue 1 démarre ce mercredi sur le continent. La CAN de moins de 23 ans débute le samedi prochain au Maroc et les TAS confirment la participation du Gabon à la prochaine compétition. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité que nous ouvrons avec cette audience que le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a accordée hier au militant panafricaniste Kémi Séba. En visite au Mali, il est allé exprimer sa solidarité et son soutien aux autorités de la transition pour leur prise de position courageuse et panafricaniste. Le dernier acte en date est la demande du retrait immédiat de la mission onusienne au Mali, une décision saluée par Kémi Séba que je vous propose d'écouter à sa sortie d'audience au micro de Alcine Touré de la presse de la primature. Nous sommes venus apporter notre soutien en une période cruciale pour les autorités maliennes vis-à-vis de la question du départ de la MINUSMA. Il était important que le courant panafricaniste, matérialisé notamment par notre ONG Urgence panafricaniste et notre coalition avec le mouvement Yerewolo, qui est un des plus grands mouvements de résistance maliens aujourd'hui, il était important que notre ONG puisse venir apporter son soutien aux autorités maliennes qui sont plus que jamais critiquées par la prétendue communauté internationale, mais qui est en réalité constituée de l'élite occidentale. Il était important que les autorités maliennes sachent que le courant panafricaniste, continental et diasporique soutient profondément les autorités dans leur processus d'autodétermination et leur volonté viscérale de souveraineté. On a écouté beaucoup le Premier ministre qui nous a fait un petit résumé, ce qui a emmené les autorités à arriver à ce point de non-retour, mais qui en réalité est un point de départ réel pour un processus d'élévation et de souveraineté enracinés dans le cadre de la réalité de nos populations qui veulent, je pense, un peu partout sur le continent, une autodétermination et une libération viscérale dans ce XXIe siècle. Et je pense qu'on est dans une logique de château de cartes. Les cartes sont en train de tomber une à une. Au départ, les gens pensaient que le problème, c'était le gouvernement français uniquement. Non, le problème, c'est l'impérialisme, de manière générale. Et l'impérialisme a pris le manteau de l'oligarchie occidentale et de ce qui se présente comme la communauté internationale, mais qui n'est rien d'autre que l'élite d'Occident. Nous ne sommes pas anti-occidentaux, nous sommes simplement dans une démarche de dire que ce qui est valable pour les peuples européens doit être valable pour les peuples africains aussi. Il n'y a pas de raison que nous soyons le laboratoire d'expérimentation de toute force de déstabilisation exogène. Et c'est la raison de notre présence ici. Et les panafricanistes, de manière générale, soutiennent plus que jamais le gouvernement malien. Le gouvernement malien qui accorde une attention particulière au secteur de l'agriculture qui occupe près de 80% de la population selon des chiffres officiels. Malgré son poids dans l'économie nationale, il reste confronté au manque de financement suffisant. C'est pourquoi dans la Cité verte, un salon se tient sur le sujet dénommé Finagri. Ce salon qui a sa 9e édition met en relation producteurs agricoles, représentants des banques et institutions de microfinance de Sikassou, la correspondance de Moustapha Doumbouya. Le Finagri, salon du financement de l'agriculture, est un rendez-vous des acteurs du monde agricole organisé par le réseau AgriVision Sahel. Cette 9e édition a pour thème l'adaptation des échéances du crédit bancaire au calendrier agricole. Quel mécanisme adopté par les banques et les institutions de microfinance pour faciliter le financement des producteurs agricoles? Oudou Bengali, coordinateur du réseau AgriVision Sahel. Ce thème est d'actualité au regard du grand défi d'accès au marché des produits et productions agricoles et surtout l'accès au financement
du monde rural agricole. Et c'est pour répondre aux défis des objectifs du développement durable, surtout l'objectif numéro 2 qui dit ceci, mettre fin à l'horizon 2030. Les FINAGRI bénéficient de l'accompagnement de plusieurs partenaires, parmi lesquels la BNDA et le Conseil régional. Yaya Bamba, président du Conseil régional de Sikasso. Pour la question de financement, le Conseil régional travaille avec certaines institutions financières pour la concrétisation des projets productifs créateurs de richesses et d'emplois dans différentes filières agricoles. Cependant, compte tenu des multiples attentes de financement du monde rural, quelques préoccupations freinent l'élan entrepreneurial demeurant. Entre autres, le taux d'intérêt et la garantie des prêts. Hamidou Guindo, représentant du directeur général de la BNDA. Nous sommes à la 9e édition du FINAGRI et c'est la 9e fois que la BNDA est un sponsor officiel. Nous sommes convaincus à la BNDA que l'essor économique du Mali passe par le développement du monde rural. Le cadre de 3 jours sera marqué par des rencontres entre entreprises agricoles et fournisseurs de services financiers, des conférences et des expositions. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Je salue vivement la présence massive et la détermination des institutions de financement, banques et institutions de microfinance qui œuvrent chaque jour pour faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique durable du Mali. À la cérémonie d'ouverture du FINAGRI, le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso, Abdrahman Sidibé, a salué l'initiative du salon qui se tient à un moment de crise mondiale. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Le président de l'EJ, président de la Commission nationale de la centralisation des résultats, était ce matin face à la presse. Selon Moustapha Cissé, plus de 24 000 bureaux de vote sur un total de 24 416 ont été traités. Et à ce stade, le taux de participation est de 38% selon le conférencier. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Mamari Kone. Sur la scène internationale, le sommet de la CEDEAO se tiendra le 9 juillet prochain en Guinée-Bissau. C'est ce qu'a annoncé hier la présidence ivoirienne dans un communiqué. Cette annonce fait suite à un entretien entre le président Alassane Ouattara et le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao. Ce sommet sera consacré à la situation politique des 3 pays en transition, à savoir le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Au Sénégal, la plateforme d'opposition F24 lance son propre dialogue. Baptisé Dialogue du peuple, il se tient en marge de celui initié par le chef de l'État Macky Sall. 2 thèmes sont à l'ordre du jour, à savoir la justice et le 3e mandat. C'est un dialogue ouvert à tous selon ses organisateurs et se déroule également en ligne. Les conclusions sont attendues demain vendredi. Une deuxième phase de ce dialogue parallèle devrait être consacrée à l'hyper-présidentialisme après la fête de la Tabaski selon la plateforme d'opposition F24. Au Burkina Faso, l'Assemblée législative de transition a adopté hier un projet de loi sur la promotion immobilière. Pour apporter une solution au manque de logements, les gouvernements antérieurs avaient permis à des sociétés et personnes privées de se lancer dans la construction et la vente de logements aux populations. Quelques années après, le résultat de cette ouverture reste mitigé et le pays compte plus de 200 sociétés immobilières qui achètent et revendent les terres à prix d'or selon les autorités de la transition. L'adoption du nouveau projet de loi vise à assainir le domaine du foncier selon le gouvernement. Au Soudan, 500 000 personnes ont fui les combats et se sont réfugiées dans les pays voisins selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Et les déplacés internes ont atteint 2 millions, précise la même source. Aussi, 25 millions de Soudanais ne peuvent survivre sans aide humanitaire. De quoi appeler à un élan de générosité envers ces pays. C'est du moins le cri de cœur lancé hier à Nairobi au Kenya par le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Depuis le déclenchement des hostilités le 15 avril dernier, plus de 2000 personnes ont été tuées selon l'ONG ACLED. Enfin, en Suisse, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, a annoncé aujourd'hui qu'il quitterait ses fonctions à la fin de l'année. Âgé de 51 ans, il est membre du gouvernement fédéral depuis 2012. Celui qui a incarné la lutte contre la pandémie du Covid-19 à la tête du ministère de la Santé affirme que c'est le bon moment de partir. C'était au cours d'un point de presse. Retour au Mali pour parler de la 11e session ordinaire du conseil d'administration de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Cette université qui compte plus de 21 000 étudiants peut se targuer d'avoir atteint certains de ses objectifs majeurs en 2022, parmi lesquels le paiement intégral des heures supplémentaires de plus de 3 ans grâce aux dotations des ministères en charge de l'enseignement supérieur et des finances. Un autre point positif à noter est la réalisation à 100% de l'inscription aux listes d'aptitude aux fonctions de professeurs. Le reste nous est raconté par Ibrahim Kaou Konaté
qui a suivi l'ouverture de la session. Cette 11e session du Conseil d'administration de l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako est placée sous le signe du renouveau. Malgré les difficultés que sont les grèves et les inscriptions frauduleuses, l'établissement a engrangé des résultats notoires. Professeur Idrissa Soïba Traoré, recteur de l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. Dans le domaine de la recherche, avec beaucoup de production scientifique, avec des publications de haute gamme au niveau international. Il y a aussi le fait que nos enseignants ont été très performants, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Sur le plan national, nous avons par exemple fait un résultat de 100% en ce qui concerne l'inscription aux listes d'aptitude aux fonctions de professeur et 99% en ce qui concerne l'inscription aux listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférence. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique nous a accordé une dotation budgétaire importante, le ministère des Finances aussi. Ces dotations-là ont permis d'éponger, vous ne pouvez pas imaginer, des arriérés d'heures supplémentaires de plus de 3 ans. Professeur Doulaye Konaté, président du conseil d'administration de l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. Je ne doute pas, mesdames et messieurs les administrateurs, que vous examinerez avec l'attention requise les documents soumis à notre appréciation afin d'aider à travers nos délibérations et nos recommandations l'organe d'exécution à consolider les digues pouvant conforter la résilience de l'Université des Lettres et Sciences humaines de Bamako, parce que c'est de résilience qu'il s'agit. L'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako compte 21 640 étudiants répartis entre 4 structures de formation, soit 2 facultés et 2 instituts. Combien d'hommes promettent 1001 merveilles à leurs fiancés? Difficile d'estimer le nombre. Seule certitude, très peu d'entre eux tiennent leurs promesses une fois que l'élu du cœur quitte la maison paternelle, oubliant du coup qu'une promesse est une dette selon l'adage. Pourtant, le comportement n'est pas sans risque, notamment la dislocation du foyer et le manque de confiance entre les conjoints. Pour mieux comprendre le phénomène, Ami Damele, bien qu'elle ne soit pas pour l'instant victime de la pratique, est allée à la rencontre des acteurs concernés. Explications et témoignages poignants, c'est le grand format de cette édition. Suivez. Je te le promets, une phrase simple et facile à prononcer. Cependant, le problème se pose quand cette promesse n'est pas tenue. Dans certains couples, promettre et ne pas tenir pourrait conduire à une énorme déception pour les ou la conjointe. C'est le cas de Kadiatou Koulibaly qui se voyait déjà en France. C'était la promesse de son fiancé pendant leur fiançailles. Malheureusement, cette belle promesse ne sera pas respectée. Mon mari m'avait promis qu'après le mariage, j'irais vivre avec lui en France. Je l'avais prévenu que je n'aimais pas le mariage à distance. 3 ans après le mariage, il m'a fait savoir qu'il ne pouvait pas tenir sa promesse, qu'il viendrait me voir au Mali de temps en temps si les moyens financiers lui permettaient. Comme ce n'était pas ce qui était convenu, j'ai donc décidé de divorcer. Contrairement à Kadiatou Koulibaly, Mariam Diarra est toujours dans son foyer malgré la fausse promesse de son conjoint. Quand on s'est fiancé, mon mari m'a demandé d'arrêter les stages, qu'il n'aimait pas que sa femme travaille pour quelqu'un d'autre et qu'après le mariage, il m'ouvrirait une boutique d'alimentation. Notre mariage a 7 ans aujourd'hui et mon mari n'a toujours pas tenu sa promesse. L'impact que cela a eu dans notre foyer est le manque de confiance entre nous. Parfois, des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur peuvent jouer sur certaines promesses. Le cas de Sidi Bouré, commerçant, en est une parfaite illustration. J'ai promis à ma femme avant le mariage que je ne prendrai jamais une deuxième épouse. Je n'ai pas pu tenir ma promesse parce que, compte tenu des circonstances, après 8 années de mariage, ma femme n'a pas pu avoir d'enfant. Et moi, j'en voulais coûte que coûte. Nous avons eu des problèmes dans notre foyer à cause de ce non-respect de ma promesse. Du coup, on se disputait tout le temps et ma femme n'admettait pas que je marie une deuxième femme. Mais attention, il y a certaines promesses qui sont faites sans une réflexion profonde ou sans réelle intention de les tenir. Aboubakar Bakayogo, Orpayer. Pendant les fiançailles,
J'avais promis à ma femme que nous allons nous installer en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, après le mariage, je n'ai pas pu tenir mes promesses et on s'est retrouvé dans un site d'orpaillage du Mali vers la région de Caï. Donc au début, ma femme était sur ses nerfs, mais après, elle a compris. Donc elle a commencé à faire ses petits commerces dans ce site d'orpaillage. Mais quand même, ça n'a rien des impacts concernant notre mariage. Pourtant, tenir sa promesse est un devoir pour tout croyant, selon les religions musulmanes et chrétiennes. Aboubakar Diallo, imam. En islam, dans le Coran, Dieu nous dit « Oh, vous qui croyez en Dieu, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas ?» C'est un grand péché de dire ce que tu ne fais pas, puisque c'est en quelque sorte donner un faux espoir à son conjoint ou à sa conjointe, alors que le mariage est fondé sur du vrai. Robert Sangaré, pasteur. Nous ne pouvons pas accepter de promettre quelque chose à son conjoint ou à sa conjointe. Ça peut briser la confiance entre l'homme et la femme. Si tu sais que tu ne peux pas honorer quelque chose, ne les promets pas. La Bible même condamne cela. Pour l'officier d'état civil Amidou Traoré, le code des personnes et de la famille ne fait pas réellement cas de la promesse non tenue. Seulement, certains articles en parlent de façon partielle. Il y a des articles qui touchent en grande partie, notamment l'article 319 du code. Quand on ne respecte pas son engagement, ça veut dire qu'on est classé dans un rang social où les gens n'aimeraient pas dire sinon soit c'est le mensonge, soit en tout cas c'est des choses qui sont mal classées. On dit les promesses sont des dettes et quand ça devient dette, ça rentre dans le cadre obligatoire. Donc c'est une interprétation en tout cas du code. C'est ça qui est même la cause de beaucoup de divorces. Le mariage voudrait tout ce qui est clair, tout ce qui est vrai, tout ce qui est possible. Quand on regarde, le code a été changé en 2011, c'était pour insérer les bonnes habitudes là-dedans. Donc cet article aussi prend une partie en compte pour dire que tout ça c'est interdit. Promettre, c'est comme donner sa parole. Et selon un adage, notre parole est notre seul bien de valeur. Une promesse non tenue serait-elle donc un bien mal acquis? Ce générique annonce donc la page sport. Pour l'animer, je reçois en direct Ardou Matina. Bonjour. Bonjour, Brahma Traoré. Basketball, après un bon moment d'arrêt, le championnat national reprend. Arrêté depuis plus de 2 mois après la fin de la phase aller en raison de quelques problèmes entre les clubs et le bureau fédéral, le championnat va ainsi redémarrer ce mercredi à la faveur de la 8e journée, soit la première journée de la phase retour. Au programme aujourd'hui, nous avons Stade Malien de Bamako AS Real. En dames et messieurs, ça sera au Palais des Sports Salamatou Maïga. Ensuite, à 18h, les dames de l'AS Communities affrontent celles de l'AS Police à Caille à 16h. Chez les hommes, le Sigui accueille l'USFAS juste après cette rencontre. Les dames du centre Salamatou Maïga jouent contre l'USFAS. Toujours ce mercredi, les 3 dernières rencontres de la 8e journée se disputeront dans la salle de basket du stade du 26 mars. À 14h en série hommes, il y aura AS Mandé AS Police. À 16h, le Djouliba Athletic Club affronte au KSC chez les dames. Et en série hommes, à 18h, le Djouliba AC sera face à Atra Club de Kidal. Et football, il n'y a plus de temps à perdre. Aussitôt la 25e journée bouclée, la 26e journée du championnat national de Ligue 1 débute ce mercredi. Plus que 5 journées pour boucler le championnat national Ligue 1 saison 2023. La 26e journée commence cet après-midi avec 4 oppositions. À 16h15 au train de l'ASB à Grandibou-Nerekoro, l'USFAS joue contre l'USOB qui n'a pas encore assuré son maintien. Dans la cité du Bani Mounitié, l'US Bouni reçoit Binga FC qui enchaîne les victoires depuis quelques matchs. À Kita au stade Lamine Konaté, l'USC Kita, première équipe non relégable, aura fort à faire au leader l'AS Real qui ambitionne de creuser davantage l'écart. La dernière affiche de ce mercredi oppose Yélé Olympique à l'AS Police. Ce sera au terrain de l'AS Real de Bamako, occupant la dernière place du classement avec seulement 12 points. Yélé Olympique, en cas de défaite lors de cette 26e journée, sera officiellement relégué en 2e division. La 26e journée prend fin demain jeudi avec les oppositions Stade Malien de Bamako, Afrique Football Elite AFE, Djouliba Athletic Club, Association Sportive de Kourfina ASCO, 11 créateurs Nyarela AS Bakari Djan et l'Afia Football Club El Siba qui va jouer contre Black Star de Badalabougou. Nous restons dans le domaine du football pour parler de la phase finale de la CAN des moins de 23 ans qui démarre le samedi prochain au Maroc. Les Aigles Espoirs qui sont déjà sur place ont joué hier leur dernier match de préparation. Oui, l'équipe nationale Espoir ou Olympique est arrivée un peu plus tôt au Maroc avant la compétition pour bien se préparer et s'acclimater sous la houlette du technicien Alou Badra Diallo alias Conti. La sélection U23 a fait hier mardi son deuxième match de préparation. C'était contre Fils du Rabat, un club de première division marocaine. Et victoire 3-1 des Aigles Espoirs déjà samedi 17 juin. Les Aigles Espoirs avaient fait match nul 1-1
1 contre un autre club marocain. C'était le Raja de Casablanca. L'équipe nationale olympique boucle ainsi ses rencontres de préparation et est maintenant tournée vers la CAN U23 qui débute samedi. À l'issue de cette CAN des moins de 23 ans, les 3 premiers se qualifieront pour les Jeux olympiques Paris 2024. La CAN des moins de 23 ans toujours, le tribunal arbitral du sport confirme la participation du Gabon à la compétition. À 4 jours du coup d'envoi de cette CAN, c'est finalement le Gabon qui va disputer la compétition. Éliminé sur le terrain par le Gabon, le Cameroun avait déposé une réserve ayant porté l'affaire devant le TAS, c'est-à-dire le tribunal arbitral du sport, la plus haute juridiction du sport. Le Gabon a eu finalement gain de cause. Ces verdicts scellent ainsi la fin des espoirs du Cameroun. Par conséquent, le Gabon évoluera bien dans le groupe B de la CAN U23 en compagnie du Mali, du Niger et de l'Égypte. Premier match du Gabon, ça sera le 25 juin prochain contre le Mali. Vous avez quelques nouvelles en football avant de boucler cette page sport. L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo continue d'écrire l'histoire du football. CR7 a célébré hier soir sa 200e sélection, désormais un record serré sur le gâteau. Il a marqué l'unique but du Portugal face à l'Islande. Le natif de Madère au Portugal devient le recordman du monde du but en sélection avec 123 réalisations. Le club saoudien d'Al Ittihad annonce mercredi avoir recruté le milieu de terrain français de Chelsea, N'Golo Kanté. Après Karim Benzema, un autre footballeur de classe mondiale dépose ses valises à Al Ittihad pour terminer au terme d'un doublé avec la Norvège hier soir contre Chypre. Erling Haaland termine meilleur buteur de la saison avec 56 réalisations en club et sélection confondus contre 54 buts pour l'attaquant français du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Merci Arjoumatina pour cette synthèse de l'actualité sportive. Vous convenez avec moi que pour mieux pratiquer les activités sportives, l'environnement doit être favorable. Eh bien, l'environnement, on en parle juste après ce générique. Chronique de l'environnement. Savez-vous que le Mali perd chaque année plus de 500 000 hectares de forêt à cause des actions de l'homme? Eh bien, c'est ce que révèle un rapport de la politique forestière nationale publié en 2017. C'est dire que la protection et la gestion des forêts restent un défi de taille que le Mali se doit de relever. La chronique de l'environnement de ce mercredi se penche sur la problématique. Elle porte la signature de Agibou Koulibaly. Selon le rapport de la politique forestière nationale de 2017, chaque année, 500 000 hectares de forêt disparaissent à cause des actions de l'homme. Cette problématique de la gestion forestière au Mali est donc définie par plusieurs aspects. Soumana Fofana est le coordinateur du programme Alliance globale contre le changement climatique. Les forêts sont d'une importance capitale, non seulement pour l'économie, pour l'écologie, mais aussi pour la gestion des ressources naturelles. Les ressources naturelles, entendent par les ressources naturelles, les ressources sol, eau, plantes, même l'environnement de l'atmosphère. Vous savez très bien que les forêts jouent un rôle capital dans le cadre du maintien de la gestion du climat par l'absorption du CO2. Donc les forêts constituent aujourd'hui un puits carbone important au monde. Donc c'est pourquoi tous les efforts sont en train d'être faits, quand même garantir la conservation et la gestion durable des forêts pour qu'ils passent à l'effort mondial de réduction des émissions, mais aussi de l'absorption du CO2. Bon, pour ce qui concerne sa contribution dans la biodiversité, les forêts constituent quand même des écosystèmes assez complexes et constitués par différents éléments, non seulement phoniques, les plantes, mais aussi les micro-organismes. Ces différents phénomènes montrent que la situation des forêts au Mali est critique. Les conséquences peuvent être la désertification et le non-respect de la loi portant règlement de l'exploitation des produits forestiers. Soumana Fofana est le coordinateur du programme Alliance globale contre le changement climatique. Pour préserver les forêts, il faut réellement prendre des éléments de décision sur le plan législatif et réglementaire assez importants, asseoir des bases saines de gestion durable des forêts à travers l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement. Aussi, de plus en plus, il faut que nous sortons du bois comme source d'énergie domestique pour trouver des énergies de substitution afin que les forêts puissent se reconstituer. Vous n'êtes pas sans savoir que réellement la coupe du bois constitue quand même des préjudices assez importants sur les forêts et les efforts doivent être réalisés dans le cadre de la réduction de la déforestation et la dégradation des forêts pour que les forêts puissent jouer clairement leur rôle écologique, économique, écologique et socio-économique. Donc c'est assez important. Sans forêt, vous le savez, il n'y a pas de vie. Sans forêt, le régime des eaux serait aussi suffisamment perturbé et ça va jouer pleinement sur la vie des hommes et des autres êtres vivants. Pour pallier les conséquences de la dégradation des ressources forestières, l'État et ses partenaires ont engagé des actions pour la protection de nos forêts. La dernière
l'évaluation qu'on avait faite, quand même, les forêts classées sont toutes quand même agressées. Et les agressions sont de divers ordres. Il y a aussi les agressions par le secteur de l'agriculture, le secteur minier, les feux de brousse, la coupe abusive pour le bois de chauffe, j'en passe. Donc ça, c'est pour des ensembles d'externalités qui sont en train d'anéantir nos forêts classées, qui constituent quand même une base essentielle de notre économie aujourd'hui au Mali. Donc il est vraiment indispensable que réellement on prenne des dispositions pour garantir la durabilité de ces forêts, c'est-à-dire reconstruire leurs limites et faire des actions d'investissement en vue de leur reconstruction pour qu'ils puissent jouer leur rôle écologique, économique et la gestion du régime des eaux. Les actions posées demeurent insuffisantes face à l'ampleur de la situation. Pour la protection et une bonne exploitation des ressources forestières, il faut un partenariat public-privé. L'État doit confier la gestion de ces forêts aux particuliers ou à des entreprises. Cette chronique sur l'environnement met un terme à cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Ségou Traoré qui a assuré la mise à ligne de cette édition. Il y avait au Malette Alimata Ouattara, c'était au micro Brahma Traoré. Tout à l'heure, Astan Tangara sera là pour la lecture des avis et communiqués. Merci de rester à notre compagnie et passer d'excellents moments de radio.